lorsqu'on est contraint, lorsqu'on se sent retenu, lorsqu'on se sent empêché, lorsqu'on se sent tenu par des choses qui finalement nous parlent plus trop, lorsqu'on s'attarde dans un emploi qui ne nous correspond plus, ou pas, ou moins, bon, je vous laisse remplir comme vous l'entendez, eh bien ce sens s'efface peu à peu. Soit on perçoit plus ce que l'on vise. Combien de fois on s'est dit, en fait, je fais des tâches, je les comprends, mais vers quel but, dans quelle perspective? Soit c'est l'inverse. On ne perçoit plus l'utilité de nos tâches. On comprend le cadre général, mais chacune de nos tâches nous semble finalement très distanciée par rapport à ce but. Et la signification s'amenuise. Et donc, au fur et à mesure, comment se traduit cette crise de sens? C'est qu'au fur et à mesure, notre engagement, notre motivation, nos compétences, voire plus notre santé mentale, notre envie tout simplement d'aller travailler, se retrouve altérée, s'en trouve altérée. Alors, cette réalité est certes pas celle de tous les salariés, bien entendu, mais elle en touche suffisamment pour qu'on y réfléchisse. Il ne s'agit pas du tout de faire disparaître toute forme de contrainte, mais il s'agit plutôt d'en interroger les contours. Cette question-là, j'y réfléchis souvent. Alors évidemment, quand je suis tombée dans l'univers de Malte, quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec les équipes, et plus encore en découvrant, et je vous engage vraiment à découvrir ce rapport qui est passionnant, que vous avez sur vous ou sous vous, quand j'ai découvert ce rapport, je dois avouer que j'ai été particulièrement intéressée par la vision inédite et précisément philosophiquement passionnante qui s'en dégage, autour de cette articulation entre contrainte et choix. Car au fond, le premier point à soulever, pour peut-être déjà mettre en relief des éléments de discussion, en tout cas celui qui m'a moi le plus interpellée, c'est qu'il y a dans le freelancing cette possibilité de se choisir. Cette possibilité du choix n'est pas seulement un confort pour les freelances, elle l'est également pour les entreprises. Car en fait, et ça ressort particulièrement dans l'étude, mais ça ressort même quand on réfléchit par rapport aux premiers éléments que je vous ai donnés, le fait de se choisir crée évidemment un cercle vertueux. C'est étonnant parce qu'on pourrait croire que la non-appartenance à l'entreprise donnerait lieu à une sorte de posture de détachement. Je ne suis pas tout à fait dedans, donc je peux être un peu à distance. Or, c'est l'inverse. Il y a comme une attention concentrée. Je dirais même une attention condensée. Et l'enquête révèle particulièrement que les freelances souhaitent fournir un travail de qualité et contribuer encore plus à la réussite de leurs clients. Je me permets encore de citer Perrine qui dit ceci: bien que la flexibilité, y compris la possibilité d'augmenter ou de réduire la charge de travail, constitue l'un des avantages les plus reconnus du travail en freelance, l'enquête de cette année a montré qu'il s'agit là d'une motivation purement opérationnelle. Ce qui importe le plus à 70% des freelances interrogés, c'est d'établir des relations solides et durables avec leurs clients. Donc, ce qui un peu interpellé, c'est que le freelancing ait cette perspective de se choisir, d'avoir la possibilité de se choisir consciemment, et donc bien loin d'un papillonnage, parce qu'à distance, parfois, on le traduit de cette façon-là, allez, je vais, je viens, je m'en fous un peu de ce qui se passe. Bon. Au contraire, très loin de cette vision caricaturale du freelance désengagé, on se rend bien compte que c'est se choisir qui permet une relation durable et profondément ancrée. Donc l'implication du freelance est sincère, d'autant plus que ce choix, qui est donc concerné et conscient, est un choix, et ça évidemment là encore il y a une réflexion philosophique à avoir, est un choix qui se structure également autour des valeurs.
74% des freelances à temps plein sont prêts à refuser une mission si elle concerne un projet ou un client qui ne correspond pas à leurs valeurs. En effet, les freelances ont cette liberté de choisir, ont cette liberté de déterminer les projets qui donc leur apportent plus de satisfaction dans leur travail. S'ils sont là, c'est donc le fruit d'un véritable engagement. Et vous comprenez, donc non seulement il y a l'engagement parce que je choisis le client, la mission et je suis dans un accord où je vais être plus concernée, il y a de l'engagement parce que je n'ai pas cette espèce d'arrachement éthique qu'on peut avoir dans certaines entreprises. Ben non, au contraire, je suis là précisément parce que j'adhère aux valeurs. Et donc finalement, il y a une cohérence réelle entre l'état d'esprit du freelance et l'état d'esprit d'une entreprise. Les freelances à temps plein consacrent en moyenne 4 heures par semaine au renforcement et à l'acquisition de nouvelles compétences. 4 heures par semaine à se former. C'est un chiffre rare dans un monde où la formation est parfois cosmétique, du moins négligée. C'est un chiffre impressionnant. Plus impressionnant encore sont les motivations citées qui conduisent les freelances à se former. Parce que la raison principalement citée dans ce désir, dans cette frénésie de formation, c'est la curiosité. N'étant pas tenus par un employeur pour suivre un parcours de formation spécifique, lié à leur fonction, lié à ce qu'ils sont, les freelances ont la liberté d'assimiler autant de connaissances qu'ils le souhaitent, selon leurs propres conditions. En d'autres termes, s'ils veulent acquérir de nouvelles compétences, ce n'est pas, encore une fois, parce qu'ils y sont obligés, dans une perspective d'utilité, de rendu brut, mais parce qu'ils en ont envie. Et ce point mérite vraiment qu'on s'y attarde. Alors là, je prends ma casquette évidemment de philosophe, mais aussi de directrice d'école, enfin de fondatrice d'école. La curiosité, c'est pas seulement un atout pour l'apprenant, c'est un atout pour l'entreprise, pour les entreprises et bien entendu pour notre société. Donc c'est une qualité prodigieuse, non seulement pour les individus, donc pour les freelanceurs évidemment qui les développent, mais c'est évidemment des qualités qui rejaillissent sur les entreprises. De mobiliser des gens qui ont cette curiosité, qui sont allés chercher d'autres trucs, d'autres outils, d'autres compétences, d'autres formations, et qui vont apporter aussi ce regard. Et je crois que c'est ainsi qu'on redéfinit le futur du travail. Si viscéralement attaché, je vous ai épargné toute l'histoire du terme philosophique du travail, mais si attaché à la notion de labeur, toute l'histoire de la philosophie, alors on s'en rend pas compte, philosophe ou non, mais on est quand même héritier de tout ça, s'attache à définir le travail comme un labeur, comme quelque chose de douloureux, quelque chose de pénible, quelque chose qui est initialement une punition. Donc évidemment, il est peut-être temps de changer de perspective. Et c'est ça aussi l'enjeu de moments comme celui-ci, l'enjeu d'entreprises comme Malte, c'est de changer de perspective pour éviter de s'enfoncer dans des crises du travail. Pour éviter justement qu'à force de considérer le labeur, le travail comme un labeur, on ait juste envie de s'en détacher. Donc il convient de le redéfinir précisément en redéfinissant son cadre. Ce n'est pas une disparition du travail, c'est redéfinir dans quel cadre on l'exerce, de quelle façon, en construisant quelles relations, dans quelle perspective.